Bonjour, cette nouvelle série de vidéos que j'entame aujourd'hui s'adresse tout particulièrement aux professionnels de la musique et a pour objet d'analyser les erreurs et les incohérences de la théorie musicale. Alors la théorie musicale actuellement enseignée dans la plupart des écoles et qui se trouve être le socle censé être fondamental de notre formation musicale, mais également de notre pratique musicale. Nous allons sans doute comprendre au cours de ces vidéos que la théorie musicale, qui est actuellement le socle de notre pratique, comporte de nombreuses dissonances, de nombreux désaccords, c'est-à-dire que les leçons qui constituent cette théorie musicale sont désaccordées, mais elles sont également désaccordées avec notre pratique quotidienne et séculaire de la musique. Comprendre ces problèmes, c'est le premier pas vers leur résolution. Mais bien entendu, cela ne suffit pas. Il faut avoir une solution à proposer à chacun de ces problèmes. J'ai consacré plus de 10 ans de mon expérience professionnelle à analyser ces erreurs et ces incohérences, mais également à rechercher des solutions pour pouvoir accorder les leçons de théorie musicale et pouvoir les accorder avec la réalité pratique. L'ensemble de mes solutions est en cours de rédaction. Cette rédaction n'est pas terminée. Peut-être que dans un avenir relativement proche, je pourrai publier ces solutions, c'est-à-dire publier une réforme cohérente de la théorie musicale. Mais même si tout n'est pas écrit, ces solutions, je les enseigne déjà en live, on va dire, je les enseigne déjà pendant mes cours et je vais essayer d'en transmettre la plus grande partie dans les vidéos YouTube, mais pas dans cette série. Cette série va être uniquement consacrée à l'analyse des problèmes. Les solutions à ces problèmes, je les propose dans une autre série que j'ai déjà entamée ici sur cette chaîne YouTube, qui est la série sur les leçons et méthodes. Pour débuter notre analyse des erreurs et des incohérences de la théorie musicale, je vais vous parler aujourd'hui des notes, de la définition ou des définitions possibles des notes et de tout ce qu'elles engagent, de toutes leurs conséquences et en particulier de toutes les incompatibilités avec d'autres leçons et avec la pratique musicale. Qu'est-ce qu'une note? Eh bien, il semble que personne ne le sait, dans la mesure où personne ne parvient à donner d'une note une définition qui ne va pas ensuite être contredite soit par d'autres définitions dans la théorie musicale, soit par la pratique de la musique elle-même. Alors, qu'est-ce qu'en dit l'ouvrage de référence, le socle de notre apprentissage de la musique depuis un petit peu plus d'un siècle, c'est-à-dire le petit livre rouge de Dannhauser. Eh bien, il nous dit que les notes représentent des durées et des hauteurs de son. Alors la première remarque que je voudrais faire, c'est que ceci n'est pas une définition. Quand je lis ceci, je ne sais toujours pas ce qu'est une note. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente des durées et des hauteurs de son. Mais je sais qu'une note, quoi que ce soit, c'est quelque chose, je ne sais pas quoi, mais c'est quelque chose qui représente des durées et des hauteurs de son. Donc ça ne me dit pas ce qu'est une note, mais ça me dit ce qu'elle représente. Deuxième remarque, dans la mesure où, dans cet ouvrage de théorie, il n'est jamais fait mention de l'altitude des sons, et compte tenu de la manière dont est utilisé le vocable hauteur de son, il semblerait que ces deux notions, qui sont pourtant
différentes en français, j'ai envie de dire dans le monde physique, dans la vraie vie, eh bien, il semblerait que ces deux notions soient confondues. C'est-à-dire que lorsque Dannhauser, qui est pourtant un grand érudit, utilise le vocable auteur, il veuille en réalité parler d'altitude. Donc c'est une grossièreté très étonnante pour un homme aussi érudit de la fin du 19e siècle, mais enfin, c'est comme ça. Voilà ce que nous en dit la théorie. Je dis la théorie parce que finalement, il n'y en a qu'une. Vous pouvez trouver beaucoup d'ouvrages de théorie dans le commerce, mais ce sont tous des abrégés de la théorie de Dannhauser, ou bien des présentations différentes de définition d'un fond qui est tout à fait commun et qui n'a jamais été remis en question, malgré toutes les incohérences. Que nous dit maintenant la transmission orale? Nous avons des définitions lorsque nous demandons à des professionnels de la musique, à des professeurs, lorsque je demande à mes collègues ou à n'importe quel musicien professionnel ce qu'est une note, j'obtiens des définitions. Des définitions. Je n'en obtiens pas qu'une, donc il semblerait que les opinions divergent. Certains considèrent qu'une note est un son. Cela pose un certain nombre de problèmes et de contradictions avec ce que ces mêmes personnes attendent d'un élève ou d'un musicien dans la pratique. D'autres considèrent qu'une note est un signe. Alors cela pose tout un tas de problèmes aussi, nous allons voir lesquels. D'autres encore considèrent qu'une note est un nom. Dans les pays latins, il s'agit des syllabes, des 7 syllabes que nous connaissons bien. Dans les pays anglo-saxons, il s'agit plutôt de lettres A, B, C, D, E, F, G, éventuellement H. D'autres encore combinent les 3 premières définitions, mais c'est beaucoup plus rare, j'ai du mal à obtenir cette synthèse, disons. D'autres considèrent que une note, c'est le nom que l'on donne à un signe qui représente un son. Alors je trouve cette définition assez intéressante, ne serait-ce que parce qu'elle est beaucoup plus complète et ça se rapproche beaucoup de la définition que je donne moi-même. Ça se rapproche également, non pas de la définition, mais de l'explication, j'ai envie de dire, dans la théorie de Dannhauser, sauf que dans cette définition, on sait ce qu'est une note. Une note est un nom, c'est le nom donné à un signe, alors que dans la théorie de Dannhauser, on ne sait pas ce qu'est une note, on ne sait pas si c'est un nom, on ne sait pas si c'est un signe, on ne sait pas si c'est le nom donné à un signe, on sait juste que ça représente des durées et des hauteurs de son. Mais de toute façon, chacune de ces définitions pose problème, puisqu'elle rentre en contradiction avec ce qui se fait, ce qui est attendu du musicien dans la pratique musicale et en particulier dans la pratique pédagogique. En effet, qu'est-ce qu'on attend d'un élève lorsqu'on lui demande de faire une lecture de notes? Eh bien d'abord, on constate que la lecture de notes est séparée de la lecture de rythme. Ce sont bien 2 exercices différents qui peuvent éventuellement être faits simultanément, mais il y a bien une séparation dans tous les ouvrages de pratique du solfège, de la formation musicale, une séparation lecture de notes, lecture de rythme, qui se retrouve, qui est confirmée, donc c'est pas une erreur, hein, c'est vraiment un concept embêtant, mais c'est vraiment un concept, ce n'est pas une erreur, qui est confirmé dans la dictée. On sépare également la dictée de notes et la dictée de rythme, même si ensuite nous pouvons faire ces 2 types de dictées différents simultanément. Eh bien, dans une lecture de notes, il est attendu de l'élève qu'il nomme les signes par les 7 syllabes bien connues, do, ré, mi, fa, sol, la, si, ou dans les pays anglo-saxons par des lettres équivalentes, selon leur hauteur, que j'ai mis entre guillemets, puisque en réalité il ne s'agit pas des hauteurs, mais des altitudes de son. Je l'ai mis entre guillemets pour renvoyer à ce qui est dit dans la théorie de Dannhauser.
Dans la lecture de rythme, il est attendu de l'élève qu'il nomme les figures de notes. Alors là, il y a une autre contradiction. On parle de rythme, on sépare bien rythme et notes. Et quand il faut lire les rythmes, on nous dit qu'il s'agit de figures de notes. Vous voyez, c'est encore autre chose. Il y a une contradiction dans la contradiction. Par le nom des rythmes, c'est-à-dire les noires, les blanches, les croches, les rondes, selon leur durée. Là aussi, ça renvoie donc à l'explication présente dans la théorie de Dannhauser. Alors parfois il est attendu de l'élève qu'il, non pas qu'il nomme les rythmes, mais en tout cas qu'il fasse les rythmes selon leur durée, souvent sur Tata, sur Tata ça peut être sur Mamie, sur Papa, sur Tonton, peu importe. J'ai vu une fois dans un ouvrage de formation musicale, comme consigne qu'il était demandé à l'élève de lire sur Titi. Je me suis demandé quand est-ce qu'on allait voir arriver Gros Minet, je ne l'ai pas vu arriver, mais enfin, peu importe. Bon, je ne sais pas si c'est bien sérieux tout ça, qui plus est lorsque l'enseignement est décrédibilisé malheureusement par une somme d'incohérences que nous allons analyser. Mais enfin, le principal, semble-t-il, c'est que ce soit ludique. C'est bien que ce soit ludique. C'est bien que ce soit ludique. Le ludique, c'est vrai que c'est un bon moyen de transmettre des connaissances. Mais de transmettre quoi? Encore faut-il transmettre des choses cohérentes. Et personnellement, je regrette que le ludique, dont je ne conteste pas l'utilité, et qui se voulait être un moyen de bien enseigner, soit aujourd'hui devenu un but. Le but de l'enseignement, c'est que ce soit ludique. Si vous êtes ludique, c'est bon. Quoi que vous enseignez, même si vous enseignez des choses qui se contredisent, ça, c'est pas le problème. Le principal, c'est d'être ludique. Le moyen est devenu un but. Eh bien, moi, je pense que c'est une entrave à la progression des élèves et je le regrette. Je ne regrette pas que l'on soit ludique, je regrette que le ludique qui devrait être un moyen soit devenu un but. Bref, pardon pour cette digression. Voilà, même problème dans la dictée de notes. Qu'est-il attendu de l'élève dans la dictée de notes? D'écrire des signes dans la portée selon leur hauteur entendue. C'est-à-dire que si on entend que c'est plus haut, on les écrit plus haut. Si on entend que c'est plus bas, on les écrit plus bas. Voilà, vous remarquez qu'il n'est pas là question de syllabes, par exemple. Hein. Et dans la dictée de rythme, qu'est-ce qu'il est attendu du musicien? Eh bien qu'il écrive des signes, ce que l'on appelle des figures de notes, alors que l'on parle de rythme, selon les durées entendues. Alors, où sont les contradictions, où sont les incohérences dans tout cela? Eh bien, nous avons ici comme présentation des notes, la réunion des durées et des hauteurs. Les notes représentent à la fois des durées et des hauteurs de son. Ça, c'est très clair. Et pourtant, dans la pratique, on sépare bien les notes, effectivement, qui représentent des hauteurs, et les rythmes qui représentent des durées. Cela est confirmé dans l'exercice de dictée. Donc c'est vraiment conscient, ce n'est pas une erreur. Donc, dans la théorie, les notes sont l'ensemble. L'ensemble, hauteur et durée. Alors que dans la pratique, les notes ou les durées, les rythmes, ne sont qu'une partie et non pas l'ensemble. Le problème, c'est qu'une même chose ne peut pas être à la fois le tout et une des parties du tout. Il y a un axiome peut-être le plus connu qui dit que le tout est la somme des parties et donc les parties sont forcément plus petites que le tout. Les parties ne sont pas égales au tout. Donc une même chose, un même nom, en l'occurrence note, ne peut pas être à la fois le tout et l'une de ces parties. Parce que si c'était le cas, c'est comme si l'on disait par exemple que 9
est égal à 3. 9 n'est pas égal à 3. Le tout n'est pas égal à la partie. Donc, on ne peut pas employer le même vocable pour désigner l'ensemble durée et hauteur, et ensuite utiliser ce même vocable dans la pratique pour désigner uniquement les hauteurs. Voilà une première contradiction. Donc l'autre contradiction, c'est que d'un côté on fait ça, et de l'autre côté, on nous dit bien que les rythmes sont des figures de notes. C'est compliqué de ne pas commencer à construire tout un tas de confusion dans sa tête lorsqu'on nous présente des choses pareilles. Alors je vais prendre maintenant les définitions qui sont données dans les usages oraux, dans la transmission orale. Une note est un son. Alors, qu'est-ce qu'on entend par son ? Si un son se définit par une altitude, une fréquence particulière, par exemple, si l'on convient, et je pense qu'on peut en convenir, que ce que l'on entend là est un son, mais que ceci est un son différent, alors dans ce cas, il y en a beaucoup des sons. Nous venons d'entendre beaucoup de sons. Nous venons d'entendre tous les sons qu'il est possible de jouer au piano. Mais il y en a plus que ça. Le piano n'est pas capable de jouer tous les sons possibles. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si une note est un son, cela signifie que chaque fois que l'on change de son, c'est ce que je viens de faire à l'instant, alors on change de note. Forcément, il faut être logique. Mais dans ce cas, cette définition de la note entre en contradiction avec ce que les mêmes personnes vont attendre de l'élève lors d'une lecture de notes. Lors d'une lecture de notes, ils attendent la prononciation de seulement 7 syllabes. Donc, une fois de plus, on est dans ce problème que la note désignerait à la fois un tout, c'est-à-dire beaucoup de sons, et seulement une partie de ce tout, composée de nommés par 7 syllabes. D'autres disent qu'une note est un signe. Alors, moi, ça me plaît ça. Effectivement, note. Une note, c'est ce qui est noté, après tout. C'est vrai, une note, c'est ce qui est noté dans la partition. Moi, je trouve que ça a du sens. En fait, aucune de ces définitions ne me gêne, ou en tout cas, aucune de ces définitions ne me gênerait s'il y avait un accord avec la pratique. Si la pratique ne venait pas contredire ces définitions ou ce qui est publié dans les ouvrages de théorie. Et le problème, c'est que si une note, c'est ce qui est noté dans la partition, alors il faut que les mêmes personnes acceptent, et ce n'est généralement pas le cas, il faut que les mêmes personnes acceptent que ceci soit une note, de même que ceci, de même que ceci, de même que ceci, de même que ceci, ou encore ceci. Toutes ces choses-là sont bien des choses qui sont notées dans la partition. Donc, si une note est un signe, si une note est quelque chose qui est noté dans la partition, alors toutes ces choses-là sont des notes. Mais dans ce cas, une fois de plus, pourquoi en lecture de notes, on attend de l'élève qu'il prononce cette syllabe, et pourquoi on n'attend pas de l'élève qu'il dise clé de sol, presto, mezzo forte, accent, soupir, décrescendo, barre de mesure. Et oui, il faudrait qu'ils disent tout ça dans une lecture de notes, si une note est un signe. Vous voyez, il faut accorder un petit peu les violons, surtout en musique. Si une dictée de notes consiste à écrire des sons que l'on entend, donc si les notes sont des sons, à ce moment-là, cet exercice pratique est tout à fait cohérent avec cette première définition, mais pas avec celle-ci. Et si une dictée de notes
consiste à écrire des signes que l'on entend. Dans ce cas, cette définition est cohérente avec cette définition, mais pas avec celle-ci. Le problème, c'est que des signes, ça se voit, ça ne s'entend pas. C'est encore un autre problème. Troisième définition. Une note serait un nom. Par exemple, les 7 syllabes que l'on connaît bien. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Dans ce cas, l'exercice de lecture de notes est tout à fait cohérent avec cette définition, puisque l'on attend de nommer, donc de donner des noms aux signes, avec justement ces 7 syllabes selon leur hauteur. Mais alors ce n'est pas du tout cohérent avec la dictée de notes, puisque, premièrement, on n'entend pas ces syllabes. Généralement, lorsque le professeur fait une dictée de notes, il n'articule pas ces syllabes. Bon, il y en a qui le font. Il y en a qui font des dictées de notes en disant Do, Fa, Ré, Mi. Bon, et après ils disent bravo, bravo, c'est bien, vous avez tout juste à votre dictée, vous avez trouvé les notes. Bon, c'est comme si dans une dictée en français, vous voyez, on faisait une dictée en épelant lentement, soigneusement chaque mot et qu'on disait ensuite à l'élève bravo, tu as réussi la dictée, tu n'as fait aucune faute. Évidemment, on t'a épelé tous les mots. Bon, voilà, il y en a qui le font, mais c'est rare. Généralement, je pense que les professeurs de formation musicale ne procèdent pas comme ça. Les dictées se font d'ailleurs généralement au piano, et dans mon expérience personnelle, mais ça n'est que mon expérience personnelle, vous avez le droit d'avoir un autre vécu. Personnellement, je n'ai jamais vu un piano ouvrir sa bouche et articuler des syllabes, voyez-vous. Donc, a priori, dans une dictée de notes, on n'entend pas ces syllabes. Donc, si une note est un nom, alors cette définition entre en contradiction avec l'exercice de dictée de notes. Mais si l'exercice de dictée de notes ne consiste pas à écrire ce qu'on entend, sachant que ce qu'on entend serait des notes, mais que les notes seraient ce que l'on écrirait, alors la dictée de notes signifierait qu'il faudrait écrire des syllabes à ce moment-là pour être cohérent avec cette définition. Donc, il ne faudrait pas placer des ronds dans la portée, il faudrait écrire Fa, Do, Sol, Mi, etc. Or, ce n'est pas ce qui est attendu du musicien, ce n'est pas ce qui est attendu de l'élève, pas du tout. Donc, de toutes les manières, quelle que soit la manière dont on considère les choses, ça rentre en contradiction à ce moment-là, cet exercice qui est demandé à l'élève avec les personnes qui donnent cette définition de la note. Dans tous les cas, il y a des incohérences. Pour la quatrième définition, eh bien, puisqu'une note est un nom, on va retrouver les mêmes incohérences de toute façon que dans cette définition, même si celle-ci est beaucoup plus complète, on va retrouver les mêmes problèmes. Pour illustrer l'ensemble de ces problématiques, je voudrais prendre deux exemples. D'abord l'exemple d'une autre définition qui va rentrer, elle aussi, en contradiction avec la définition des notes et avec la réalité musicale, acoustique. Et ensuite, je prendrai un exemple pédagogique concret qui synthétise en fait l'ensemble de ces aberrations et de ces contradictions. Alors tout d'abord, la définition de l'anharmonie, que l'on apprend généralement en 4e ou en 5e année. L'anharmonie, ce serait, paraît-il, deux notes qui ont le même son, mais pas le même nom. Alors d'abord, moi je trouve qu'il y a une contradiction au sein même de cette définition. Parce que, enfin, pourquoi toujours compliquer les choses comme ça ? Si c'est le même son, si c'est la même réalité donc acoustique et musicale, pourquoi deux noms différents pour la même chose ? Pourquoi compliquer inutilement les choses ? Bon, il me semble qu'il y a une contradiction, parce que s'il y a deux noms, ça doit être pour désigner deux choses différentes. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais mettons ça de côté. Si l'on prend la définition la plus complète des notes, celle qui synthétise tout ce qui se dit à propos des notes, c'est-à-dire qu'une note serait le nom que l'on donne à un signe qui représente un son. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un son par signe et par nom. Donc, si on change de son, automatiquement, on change de nom et on change de note. Tout cela, ça va ensemble.
Sinon, la définition n'est pas cohérente. Donc, il ne peut pas y avoir, à partir de là, deux notes qui ont certes deux noms, ça c'est cohérent, mais pour un son. Et effectivement, la réalité physique, la réalité acoustique et donc musicale nous confirme bien que dans ce que l'on appelle une anharmonie, et donc la définition est fausse, il y a bien une différence de son. Donc ce n'est pas un son, c'est donc bien deux sons différents. Alors d'aucuns diront que cette différence est tout à fait minime, tellement minime que certains instruments, comme les instruments à clavier, ne peuvent pas interpréter cette différence. Cette hauteur, ce tout petit écart entre les deux sons, se nomme un comma. Un comma, c'est un neuvième de ton. Donc c'est très petit. Mais aussi petit que ce soit, ça s'entend et surtout ça se ressent. Plus que ça ne s'entend, ça se ressent. Pourquoi? Parce que c'est cette toute petite différence qui va orienter la musique. Cette petite différence a un rôle d'aiguillage dans la musique. C'est-à-dire qu'elle va orienter la musique dans un sens ou dans le sens totalement opposé et notre émotion à l'arrivée que l'on va ressentir va être totalement différente. Donc, ce n'est pas la moindre des choses. Cette petite différence d'un comma, ce n'est pas du tout la moindre des choses. Et même sur les instruments à clavier qui ne peuvent pas, qui ne sont pas, de par leur conception, capables de faire cette différence, le compositeur et l'interprète compensent ce handicap, si l'on peut dire, par tout un tas de techniques de composition, par exemple, d'harmonie, ou par une interprétation, lorsque l'interprète maîtrise vraiment le langage musical, qui vont simuler en quelque sorte cette différence d'un comma, même si elle ne peut pas être réellement jouée. Donc dans tous les cas, soit parce qu'on peut le faire directement sur certains instruments, la plupart des instruments, soit parce que ça va être reconstitué, simulé par des artifices de composition, par des artifices harmoniques, dans tous les cas, cette différence elle se perçoit, elle a un sens dans le langage musical. Donc non, la définition de l'anharmonie est fausse. Non, une anharmonie, ce n'est pas deux notes qui ont le même son, parce que c'est incohérent et parce que ça ne correspond pas à la réalité musicale. Alors le problème de cette définition, moi, me touche particulièrement, parce que figurez-vous que c'est avec cette problématique que j'ai fait mes premiers pas en tant qu'élève dans la musique et dans la formation musicale. Alors je vais faire là une petite parenthèse, une petite anecdote personnelle, mais qui est assez croustillante, enfin, qui est assez intéressante peut-être. Figurez-vous que je ne sais pas ce que c'est que de faire, que de subir, pourrait-on dire, 12 années, si on compte une année d'éveil, sinon 11 années de formation musicale. Je n'ai jamais fait, moi, 11 années de formation musicale. Je n'en ai fait que 4. La 4e, la 8e, la 9e et la dernière, la 11e. Donc que tout le monde se rassure, j'ai bien tous mes diplômes, il n'y a pas de problème. J'ai bien mon premier prix, mention très bien de formation musicale en fin de cursus. Mais je n'ai fait que 4 années de formation musicale. À commencer donc par la 4e année. Ce qui est tout à fait curieux. Pourquoi? Eh bien parce que la directrice de l'école dans laquelle je me suis inscrit à ce moment-là ne voulait pas perdre une inscription. C'est assez classique, elle ne voulait pas perdre un chèque. Et il n'y avait plus de place que dans cette classe de 4e année. Elle m'a donc dit, je t'inscris en 4e année, tu vas bien travailler, et si tout se passe bien, l'an prochain, tu reprendras un cursus normal, première année, 2e année, 3e année, bon, peut-être 2e année, parce que tu auras déjà fait une année, enfin, voilà, vous voyez, des aberrations, il n'y en a pas que dans la théorie musicale, il y en a parfois aussi, bon, à tous les niveaux, on va dire. Mais c'est un mal pour un bien parce que ça m'a obligé à beaucoup travailler finalement. Ça m'a obligé à être en partie autodidacte, bien que j'ai toujours été très attentif à ce que me disaient mes professeurs à ce que m'apprenaient mes professeurs de formation musicale. Bien entendu,
J'ai appris ma définition de l'anharmonie par cœur, vous voyez, je l'ai encore, pour avoir une bonne note à mes examens. Mais pendant ce temps-là, en parallèle, j'ai une démarche assez critique, notamment envers tout ce qui est contradiction dans la théorie musicale. Vous voyez, dès le début, dès mon premier cours de formation musicale, dès ma première minute de cours de formation musicale. Et c'est peut-être ainsi, c'est peut-être grâce à ce travail que j'ai pu faire 11 années en seulement 4 ans. Donc vous voyez que apparemment j'ai gardé cette mauvaise habitude d'être à l'affût des contradictions, habitude que j'ai pris dès ma première minute de formation musicale. Mais je pense que c'est une démarche que je fais afin d'abattre justement ces contradictions et de permettre un apprentissage du solfège, un apprentissage de la musique qui soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable lorsqu'il est débarrassé de tout un tas d'injonctions contradictoires, comme on dit aujourd'hui, tout un tas de dissonances cognitives. Et c'est pourquoi j'encourage aujourd'hui mes élèves à avoir également cette démarche, c'est-à-dire à être très attentif à chaque mot que peut prononcer le professeur. Donc moi, si c'est moi le professeur, parce que même si j'ai une exigence par rapport à tout ça, chez moi, la contradiction, elle peut partir très vite à n'importe quel moment. Donc il faut être très attentif à ce que je dis afin de repérer, d'être à l'affût d'éventuelles incohérences. Parce que si vous ne faites pas remarquer à votre professeur ces incohérences, si vous ne lui demandez pas de les corriger, alors vous risquez de vous en imprégner. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas bon du tout pour la suite de votre formation musicale. J'en profite pour féliciter l'une de mes élèves au conservatoire, Delal, qui a été justement très attentif lors de mon dernier cours avant ces vacances de la Toussaint, et qui m'a fait remarquer une contradiction. Donc ça, c'est vraiment une super démarche, parce qu'en plus, elle a fait, bien sûr, avec beaucoup de respect, et c'est ce que l'on attend. Un esprit critique, mais avec beaucoup de respect, ça c'est vraiment très très bien. Alors en l'occurrence, bon, peut-être Delal n'est pas encore assez entraînée à cet exercice, elle avait commis une toute petite erreur en fait, je ne m'étais pas vraiment contredit. Mais la démarche est tout à fait excellente. J'espère qu'elle continuera à bien écouter tout ce que je dis et à essayer de repérer des moments où je pourrais dire une chose et après le contraire, quelque chose d'incompatible. Et j'espère que tout le monde va avoir vraiment cette démarche en l'intérêt des élèves avant tout. Voilà pour cette longue digression, mais peut-être aura-t-elle son utilité. Je vais maintenant prendre donc un exemple pédagogique très concret qui synthétise un petit peu toutes les contradictions au sujet des notes. Le professeur que je vais prendre maintenant en exemple de cette problématique et que je ne nommerai pas parce que je vais m'attacher un petit peu à démonter son cours, donc c'est peut-être pas la peine de dire qui c'est. Hein. C'est pas comme si j'allais faire des éloges. Mais en tout cas, je prends comme exemple de cette problématique ce professeur parce qu'il est tout à fait représentatif, finalement, de l'enseignement tout à fait conventionnel, enfin l'enseignement qui est dispensé dans pratiquement toutes les écoles de musique actuellement. C'est essentiellement pour cela que je le choisis lui comme exemple. Il est tout à fait représentatif et de plus, c'est un monsieur tout à fait crédible, tout à fait sérieux, c'est un concertiste, il a enseigné dans des conservatoires tout à fait bien classés. Il est sans doute beaucoup plus sérieux que moi parce que lui il a le costume, il a la cravate, donc forcément il est beaucoup plus crédible que moi, hein, bien entendu. Et donc, voilà ce qu'il dit au sujet des notes. Il commence par définir les notes. C'est bien déjà, il commence par une définition. Bon, sans aucune ironie, ça c'est un bon point de départ. Il nous dit, une note désigne un son unique
et les notes sont au nombre de 12. Eh bien, ça a le mérite d'être clair. Donc, une note égale un son. Il y a 12 sons, donc il y a 12 notes. Je suis content que ce soit clair. Étant donné ce qui va venir ensuite, je suis très content qu'on parte d'une base qui est tout à fait limpide. Cela dit, aussi clair que ce soit, cela pose immédiatement une question. Puisque, comme nous l'avons déjà entendu tout à l'heure, il semble y avoir beaucoup plus que 12 sons. Donc on est en droit de se demander si c'est nous, en tant qu'auditeurs, qui avons un problème. Est-ce qu'on entend des voix qui n'existent pas? Est-ce qu'on entend des sons, en tout cas, qui n'existent pas? Ou est-ce que c'est la définition qui a un problème? Mais, en tout cas, nous avons un problème lorsque nous confrontons la définition à la réalité sensible, perceptible de la musique. Le professeur enchaîne son cours en dessinant une gamme au tableau. Je vais le faire exactement tel qu'il le fait. Le professeur dit, je cite, « Voici la gamme complète. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai 8 notes. » Ce professeur tout à fait sérieux, tout à fait érudit, n'ignore certainement pas ce qu'est une gamme. Nous ne pouvons pas faire cette supposition. Le dictionnaire nous dit qu'une gamme est un ensemble ordonné de choses de même nature. Donc, nous avons ici les notes dans l'ordre. Et ce professeur nous dit que la gamme est complète. Donc, nous avons l'ensemble exhaustif des notes, et donc des sons uniques, puisque je rappelle qu'une note désigne un son unique, et que les notes sont au nombre de 12. Ah bon, de 12? Attendez, là, nous les avons dans l'ordre, c'est un ensemble exhaustif, puisqu'il nous dit que la gamme est complète, et il nous dit j'ai 8 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai 8 notes, nous dit le professeur. Donc, l'ensemble exhaustif complet des notes s'élève à 8. Il y en a deux problèmes. Bon, déjà, on suppose que Do et Do sont deux notes différentes, puisqu'il dit qu'il y a 8 notes. Donc Do et Do ne seraient pas la même note, ce qui confirmerait qu'une note ne serait donc pas un nom, mais peut-être un signe, quoique le signe est le même. Il n'est juste pas à la même place, mais c'est le même signe. Bon, alors disons qu'une note serait un son, alors ça c'est cohérent, il nous dit une note désigne effectivement un son unique, il ne nous dit pas qu'une note désigne un nom. Bon, donc jusque-là, il n'y a pas de problème là-dessus. Pardon, le problème viendra plus tard. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, le problème, c'est qu'il nous a dit que les notes étaient au nombre de 12, et quand il nous présente l'ensemble des notes au complet, il nous dit qu'il y en a 8. Donc, si le cours est cohérent, s'il y a une unité dans le cours de ce professeur qui est tout à fait donc représentatif de l'enseignement normal, alors cela signifie que 12, c'est la même chose que 8, sinon il n'y a pas d'unité dans le cours. Si 12 n'est pas égal à 8, alors on ne comprend pas le cours. Sauf que comme on ne peut pas comprendre que 12 soit égal à 8, effectivement, on ne comprend pas le cours. Mais admettons, 12 égale 8. Admettons, continuons le cours. Le professeur écrit ensuite ceci au tableau, et il nous dit, ici, j'ai bien 12 sons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
et 12. Voilà. Fin de citation. Donc, nous avons bien ici la confirmation qu'il y a 12 sons uniques, donc 12 notes. Et non pas 8, contrairement à ce que l'on vient de voir avant. Mais alors, moi j'ai un problème avec cette illustration. Mon problème, c'est que tout à l'heure, dans les 8 sons, dans la gamme complète, exhaustive, donc dans les 8 notes, dans les 8 sons uniques qu'il nous a présentés, il y avait également celui-ci. Celui-ci que le professeur n'a pas écrit cette fois dans les 12 sons uniques, dans les 12 notes. Donc nous en avons maintenant 13. Ou alors, il faut contredire ce que le professeur vient de nous expliquer avant avec la gamme composée de 8 sons uniques, donc dans laquelle il a fait la démonstration que le Do aigu et le Do grave, ce que l'on appelle une octave, ce n'est pas la même note. Donc il faut bien compter ce 13e son qui fait donc partie des 12 sons uniques puisque les notes sont au nombre de 12. Je suis toujours en quête d'une unité, donc d'une cohérence dans ce cours-là. Et pour admettre cette unité, je suis donc maintenant obligé d'admettre, ce qui me pose un petit problème, que 12 égale 8, qui est égal à 13. Plus tard, dans son cours, le professeur fait cette illustration pour nous montrer l'étendue qu'il prétend non exhaustive, et il a raison, ce n'est effectivement pas exhaustif, donc ça veut dire que c'est encore plus que ce qu'il représente au tableau, l'étendue des voix humaines dans l'espace musical, c'est-à-dire du son le plus grave d'une voix de basse au son le plus aigu d'une voix de soprano. Alors il n'a pas écrit tous les points qu'il représente ces sons, ce serait trop long, mais ça va d'ici à ici, il a représenté en quelque sorte les autres points par des traits, par des tirets. Donc si nous faisons vraiment le décompte de tous les sons représentés du plus grave de la basse au plus aigu du soprano, on en a 44. Et il précise bien, avec raison, que ce n'est pas exhaustif. Donc, nous avons au moins 44 sons uniques qui sont représentés, c'est ce que nous explique le professeur à ce moment-là. Il y aurait donc au moins 44 notes. Et ça rejoint bien l'intuition première que nous avions eue lorsqu'il nous a donné la définition des notes, qu'a priori, il y en avait peut-être un petit peu plus que 12 des sons uniques. Donc, toujours en quête d'une unité, d'une cohérence dans le cours de ce professeur, je suis maintenant contraint d'accepter ce qui m'est décidément de plus en plus difficile, que 12 est égal à 8, qui est égal à 13, qui serait donc maintenant égal à 44, voire plus. Le professeur poursuit son cours en nous disant ceci, je cite, « Il y a bien sur le piano 7 touches, qui sont les 7 notes que nous connaissons, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Il y en a bien 7, nous dit le professeur en nous montrant la main comme ça, il y en a bien 7, je continue la citation. Et 5 touches noires, les 5 touches noires du piano, donc 5 et 7 jusqu'à nouvel ordre sont 12, donc les notes sont au nombre de 12. Fin de citation. Alors malgré tout ce qu'il nous a expliqué avant, c'est-à-dire que l'intégralité des notes était au nombre de 8, ensuite il nous a démontré qu'il y en avait 13, puis finalement qu'il y en avait 44, eh bien en fin de compte, il nous confirme maintenant qu'il n'y en a bien que 12. Il semble par ailleurs que ce professeur attribue un nom à chaque note, puisqu'il nous dit les 7 notes que nous connaissons, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Donc il attribue bien un nom aux notes. Mais il nous dit qu'il y en a 12, et il n'y a que 7 noms. Alors apparemment il y a des notes qui sont privilégiées, et ces notes qui sont privilégiées correspondent aux touches blanches, puisque les autres, ce sont des touches
noires. Donc les blanches sont privilégiées, elles ont un nom et apparemment les autres non. À ce stade de son cours en tout cas, peut-être la chose va-t-elle être bientôt corrigée, mais à ce stade, on peut penser cela. Alors, mon interrogation légitime, si j'étais, je joue un petit peu là l'élève de ce professeur, mon interrogation légitime si j'étais l'élève de ce professeur, ce serait, eh bien, ma curiosité intellectuelle me pousse à savoir comment s'appellent les autres notes. Les 5 autres notes, peut-être ont-elles un nom aussi, mais il ne nous le dit pas. Alors, est-ce que le nom de ces 5 autres notes serait touche noire, touche noire, touche noire, touche noire et touche noire, puisque apparemment ça correspond à des touches du clavier? Nous allons voir ce que répond le professeur à cela. Un peu plus loin dans son cours, au sujet des tons, le professeur dessine cette illustration au tableau et nous dit, je cite, « Des tons, on en a de toutes les couleurs. Entre 2 touches blanches successives, entre 2 touches noires successives, comme Do dièse, Ré dièse, ou Sol dièse, La dièse, ou bien un ton touche noire, touche blanche, comme Mi bémol, Fa, ou touche blanche, touche noire, comme Mi, Fa dièse. Donc c'est très visuel. Fin de citation. Donc, content d'avoir pu profiter de ce cours d'art plastique, nous recevons indirectement une réponse à notre question précédente, puisque il semble dans cette démonstration que les 5 touches noires, donc les 5 notes restantes, se nomment donc Do dièse, Ré dièse, Sol dièse, La dièse, Mi bémol, Si bémol et Fa dièse. Donc voilà comment se nomment, selon ce professeur, les 5 notes restantes. Bon, encore, n'a-t-il pas parlé de Mi dièse, de Si dièse, de Do bémol, de Ré bémol, de Fa bémol, de Sol bémol ou de La bémol, qui existent aussi a priori, puisque lui-même les a écrits dans une autre illustration précédemment. Mais enfin, à se contenter de cette illustration et de cette explication, nous comprenons donc maintenant que 5, je suis toujours en quête d'unité dans ce cours, que 5 serait égal à 7. Voilà, c'est une démonstration qu'il nous fait là qui est un petit peu différente de celle-ci, mais qui vont bientôt se rejoindre. Le professeur nous parle ensuite des altérations, justement des dièses et des bémols. Je cite la définition tout à fait conventionnelle que le professeur donne d'un dièse. Le dièse est une altération haussant la note qu'elle affecte d'un demi-ton. Je répète, le dièse est une altération haussant la note qu'elle affecte d'un demi-ton. Quant au bémol, c'est l'inverse, c'est une altération abaissant la note qu'elle affecte d'un demi-ton. Il ne nous a jamais été dit que le dièse ou le bémol crée une nouvelle note, mais que le dièse et le bémol affectent une note et lui donnent donc un mouvement en montant cette note ou en abaissant cette note. 7, C-E-D-E, pas le nombre 7. Donc, à partir de là, il faut choisir entre 2 choses qui spontanément me paraissent incompatibles. Si nous avons un Do et un Do dièse, soit nous avons 2 notes, et dans ce cas, les 2
sont très bien chacune à leur place sur leur marche d'escalier, aucune ne bouge, les deux notes sont statiques, il n'y a pas de mouvement. Soit nous avons une seule note qui a été affectée, à laquelle on a donné un mouvement pour qu'elle soit rehaussée, pour qu'elle monte sur la marche supérieure. Donc soit nous avons deux notes statiques, soit nous avons une note dynamique. Mais on ne peut pas être à la fois statique et dynamique, me semble-t-il. Je fais partie de ces hurluberlus un petit peu atypiques qui considèrent que le statisme et le dynamisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je fais partie de ces gens un petit peu bizarres, apparemment, puisque ça ne choque personne d'autre, qui considèrent que la vie et l'inertie, il y a une petite nuance, voyez-vous, entre les deux. Je reprends maintenant l'illustration que ce professeur nous a montrée tout à l'heure. Entre parenthèses, il est très curieux d'écrire des bémols qui sont censés descendre dans une dynamique globale qui est ascendante. Mais enfin, il est très curieux également d'affecter une note que l'on n'a pas encore entendue, donc il semble qu'il ait inventé en quelque sorte la machine à remonter dans le temps. Enfin bon, ça c'est une parenthèse. Si j'en crois la définition qu'il vient de nous donner d'un bémol, donc un bémol est une altération notée comme ceci, abaissant la note qu'elle affecte d'un demi-ton. Donc le bémol donne un mouvement à une note. Un bémol rend cette note dynamique. Voilà ce que vient de nous expliquer ce professeur. Eh bien, dans ce cas, alors il a écrit une clé de sol sur la deuxième ligne, parce qu'il ne connaît à peu près que celle-ci, manifestement. Bon, je charrie un petit peu là, mais enfin, il ne connaît peut-être pas que celle-ci, mais apparemment il écrit que celle-ci. Au bout d'un moment, on se pose des questions. Donc, Ré bémol et Ré ne sont donc pas deux notes, mais une même note dynamique qui a évolué. Donc là, il n'y a pas de note, il n'y en a qu'une, j'en raye une des deux. Il en va de même ici pour Mi et Mi bémol. Mi bémol, c'est un Mi qui a évolué. Pareil ici pour Fa dièse et Fa. Donc pareil ici pour La bémol et La. Et pareil ici pour Si bémol et Si. Ce ne sont pas deux notes d'après sa définition de l'altération, mais une note qui a été affectée et qui a donc évolué, qui est montée ou qui est descendue. Il nous a donc expliqué, avec cette illustration tout à l'heure, que nous avions 12 notes, donc 12 sons uniques. Et d'après sa définition de l'altération qu'il vient de nous donner, nous pouvons maintenant compter le nombre de notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il nous fait donc là la démonstration qu'il y a 7 notes, ce qui est cohérent puisque cela correspond aux 7 syllabes qui nous a présenté donc tout à l'heure les notes que nous connaissons. Toujours en quête d'une unité, d'une cohésion, d'une cohérence dans ce cours, me voilà maintenant obligé d'admettre que 44 est égal à 7 et comme 7 est égal à 5, eh bien voilà la spectaculaire démonstration de ce professeur durant son cours consacré aux notes, aux tons, aux altérations, etc. Il nous démontre donc que 12 est égal à 8, qui est égal à 13, qui est égal à 44, qui est égal à 7, qui est égal à 5. Voilà ce que nous sommes obligés d'accepter si nous voulons admettre qu'il y a une unité et une cohérence dans ce cours parfaitement normal, parfaitement représentatif de l'enseignement de la formation musicale en France aujourd'hui. J'espère que cette démonstration vous encouragera
à activer votre radar anti-contradiction afin de rechercher un sens cohérent au langage musical que j'entends personnellement vous enseigner. Merci beaucoup d'avoir été attentif à cette vidéo. À très bientôt sur cette série critique ou bien dans des leçons sans doute plus paisibles que cette série. Au revoir, bonnes vacances à toutes, bonnes vacances à tous. Prenez soin de vous.